Merci Madame la Présidente. Alors tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs et l'Université de Perpignan pour son accueil très chaleureux, ainsi que Sylvain Chatry pour m'avoir proposé cette intervention, même si il me revient le redoutable honneur de vous exposer dans ce sujet sur la distribution de produits ou de services en ligne dans ces aspects de concurrence. Donc ce matin, on l'a vu, on a vu qu'Internet est un nouveau mode, un nouvel espace pour entreprendre, et il est aussi un nouveau canal de distribution pour les biens et pour le commerce électronique. Au point que pour le Conseil d'État, donc dans le dernier rapport annuel rendu, il faudrait qualifier l'existence d'un droit à l'existence numérique de l'entreprise. Donc un droit qui implique la présence de l'entreprise, de toute entreprise, sur l'Internet dès lors qu'elle le souhaite. Or, dans les circuits de distribution classiques, il faut dire que les choses n'ont pas été très simples avec la présence des acteurs sur Internet. Parce que les circuits de distribution classiques ont eu beaucoup de mal à s'accommoder de ce nouvel espace de distribution que représente l'Internet. Et il faut le dire, les responsables de réseau n'ont pas toujours été très pressés de développer l'Internet pour diverses raisons. Et aussi parce qu'à partir du moment où on fait le choix de l'Internet, et bien ensuite, il faut assumer la défense du réseau face aux tiers non agréés, notamment. Donc, il y a une articulation du droit de la concurrence et du droit de l'économie numérique qui met en exergue des difficultés que je qualifie donc d'internes, des difficultés qui vont opposer le responsable, la tête du réseau, à ses propres distributeurs, mais aussi des difficultés externes, c'est-à-dire ces difficultés à assurer la défense de l'étanchéité du réseau. Donc, pour réguler cette distribution en ligne, le droit de la concurrence s'applique de plein droit et de manière plénière à ces économies, à ces entreprises de l'économie numérique, mais c'est un droit qui est confronté à un certain nombre de difficultés. Alors, il n'en sera pas question dans ma contribution, mais on peut déjà avoir des difficultés, ne serait-ce que pour délimiter ce qu'est un marché pertinent sur Internet, parce qu'on nous dit que les produits et services ne sont pas de manière identique, substituables dans la vraie vie que sur l'Internet. Donc rien qu'au niveau des concepts du droit de la concurrence, on peut avoir un certain nombre de difficultés. Et pour ce qui m'intéresse, donc, je vais traiter du sujet par rapport à ce problème de compatibilité du droit de la concurrence avec le droit de l'Internet. Et plus précisément, donc, je vais essayer de répondre à la question suivante, qui est de savoir si finalement chaque acteur économique aujourd'hui est libre ou pas de recourir à cette distribution en ligne. Alors, la question a fait l'objet d'évolutions assez notables, et il est parvenu, ce droit de la concurrence, à nous fournir une réponse qui est aujourd'hui définitive et qui est celle de prôner finalement une liberté absolue, une liberté sacralisée, un dogme, à mon avis, qui est celui de permettre à tout acteur économique finalement d'intervenir sur Internet. Mais on verra qu'il y a peut-être une résurgence de certaines restrictions, de certaines limites qu'on va pouvoir encore imposer à certains acteurs. Et je prendrai un exemple choisi de manière totalement volontaire, c'est celui de la distribution des médicaments. Donc je vous propose tout d'abord de voir dans un premier point le triomphe de la liberté de distribuer en ligne. C'est une liberté qui a tout d'abord, d'un point de vue chronologique, été reconnue aux responsables de réseaux de franchise. C'est une liberté qui a été ensuite reconnue dans les réseaux de distribution sélective. Donc je vais répéter de manière un petit peu chronologique l'état des choses sur cette question-là, en commençant donc tout d'abord par la question des franchises. Donc la franchise, tout le monde connaît bien, on a un franchiseur qui va transmettre à ses franchisés l'usage de signes distinctifs, en général notoires, de préférence, mais pas toujours, un savoir-faire, moyennant des redevances, des royalties, comme on dit de manière plus
plus courante, avec l'idée bien souvent d'une exclusivité territoriale qui va être donc consentie à chacun de ces distributeurs. Or, dans ces contrats-là, s'est posée la question des prérogatives du franchiseur. Puisqu'avec le développement du commerce électronique, le franchiseur peut lui aussi vouloir distribuer ses produits en ligne. Alors comment fait-on? Quid lorsqu'on est un distributeur, un franchisé, qui a signé un contrat de distribution et qui voit son propre franchiseur avoir la volonté finalement de distribuer en ligne des produits forcément concurrents. Donc ça, c'est la question qui a été posée tout d'abord en matière de boutique de fleurs, et on a un arrêt qui s'appelle un arrêt Jardin des Fleurs. Donc il s'agissait ici d'un contrat de franchise de boutique de fleurs, et un franchisé donc a signé en résiliation du contrat au tort du franchiseur avec une demande de dommages et intérêts. Alors il faut rappeler que la Cour d'appel lui avait d'ailleurs donné gain de cause, qu'elle avait retenu l'atteinte à l'exclusivité territoriale en relevant en outre qu'il n'y avait pas eu de compensation financière à son bénéfice de la part du franchiseur. Alors la Cour de cassation a censuré dans un arrêt qui a depuis, comme on dit, fait jurisprudence, puisque comme vous le voyez, elle considère que le contrat se bornait à garantir aux franchisés l'exclusivité territoriale dans un secteur déterminé et que la création d'un site internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans le secteur protégé. Alors on a une solution ici qui est bien sûr très largement favorable aux franchiseurs, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de conditions. Et donc ici, ce qu'on peut relever, c'est qu'il n'y a pas de référence à la traditionnelle distinction en droit de la concurrence entre les ventes actives et les ventes passives. On a un blanc-seing quasiment qui est donné au franchiseur pour créer son propre site internet. Et donc on voit ici une position qui est très libérale en faveur des franchiseurs qui quand même arrivent dans un second temps, finalement, avec la création du site internet, alors que des contrats ont été signés de manière préalable. Alors c'est une jurisprudence qui a été confirmée, notamment dans un arrêt Nouvelle Frontière Diffusion, où là donc on avait un agent qui avait assigné donc le franchiseur, et la Cour de cassation ici qui va venir conforter la Cour d'appel, avec une petite référence ici au caractère passif justement des ventes réalisées. Donc on pouvait penser que peut-être il y avait une solution qui tendait à s'affiner et à devenir un petit peu conditionnelle. Mais c'est une condition qui n'a pas été relevée ensuite dans l'arrêt Madbike en 2013, où ici donc on a une censure de la Cour d'appel d'Aix. Donc la Cour d'appel d'Aix qui avait prononcé la résiliation du contrat de franchise au tort du franchiseur, qui l'a condamné au paiement de dommages et intérêts, au motif donc qu'il y avait violation de l'exclusivité. Et en outre, la Cour d'appel était assez sévère, puisqu'elle avait relevé que la modestie des ventes sur le site en question ne suffisait pas à écarter finalement la violation de l'exclusivité. Donc censure de la Cour de cassation qui revient à sa solution originaire, en quelque sorte, en considérant à nouveau que la création d'un site n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans le secteur protégé. Donc la messe est dite du côté des contrats de franchise, avec cette solution qui est très favorable forcément aux franchiseurs, avec peut-être une appréciation un peu critique, puisque effectivement dans ces affaires-là, il n'y a pas eu de contrepartie financière pour le franchisé concerné. Est-il équitable finalement que le franchiseur vienne apporter en quelque sorte, même si on a pu en discuter à la pause, une nouvelle concurrence à ses propres distributeurs? Bon, on pourrait penser peut-être qu'à l'occasion du renouvellement des contrats de distribution, les conditions commerciales pourraient être revues et prendre en considération l'implantation en quelque sorte du site internet du franchisé. Donc le rapport de force n'étant pas forcément favorable aux franchisés, il est à craindre qu'il n'y ait pas de contrepartie financière à la création de sites internet par les franchiseurs. Du côté de la distribution sélective, donc, on a été plus lent à admettre la même possibilité pour les distributeurs.
Alors ici, on parle de réseaux où les fabricants vont sélectionner leurs revendeurs, qui vont prendre des obligations d'approvisionnement, des engagements de distribuer à des personnes agréées. Le tout, évidemment, le plus souvent avec un engagement d'exclusivité territoriale. Donc là aussi, la question s'est posée de savoir si le recours à l'Internet pouvait être réalisé librement. Mais ici, on ne parle plus de la tête du réseau, on parle ici du distributeur. Donc le distributeur peut-il, sans l'assentiment de son fabricant, finalement, créer son propre site internet pour y vendre donc, les biens qu'il est chargé de distribuer. Alors ici, on a une grande décision, une décision fondatrice, qui est une décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans une affaire qu'on connaît bien à Toulouse, une affaire Pierre Fabre cosmétique, où la Cour de justice a posé une solution qui est celle de l'interdiction d'interdire. En fait, il est interdit d'interdire le recours à l'Internet pour le distributeur d'un réseau de distribution sélective. Alors bien évidemment, il ne faudra pas abuser de cette liberté, mais c'est le principe qui est posé. Alors il y a des réserves en droit de la concurrence liées notamment à la possibilité d'obtenir une exemption par catégorie ou une exemption individuelle de la pratique. Mais ça, j'y reviendrai. Donc on a une liberté qui est reconnue aux fabricants quant à l'organisation de leur système, quant au recours à un réseau de distribution sélective, mais ce choix ne doit pas se faire de manière abusive, c'est-à-dire que le fabricant ne doit pas se servir de la structure du réseau pour entraver l'agrément de distributeurs, pour les écarter, notamment de la vente sur Internet. Donc ici, c'est un principe général qui a été posé par cet arrêt, et c'est un principe qu'il faut examiner selon qu'on a affaire à des commerçants qui sont déjà membres des réseaux de distribution sélective, ou selon que l'on a affaire à ce qu'on appelle des pure players, c'est-à-dire des commerçants dématérialisés qui n'ont pas de boutique physique, puisque la situation sera quelque peu différente. Donc, dans la première situation de ce qu'on appelle les pure players, c'est-à-dire donc les activités qui ne sont pas exercées de manière classique par l'intermédiaire d'une boutique physique, ici donc on a longtemps eu une interdiction à l'entrée dans le réseau qui était justement l'exigence d'une boutique physique. Et on considérait que le fabricant pouvait licitement poser cette exigence pour conditionner l'entrée dans son propre réseau. C'est notamment ce qui s'est passé ici avec une affaire Festina. Donc on avait un réseau de distribution sélective de montres de luxe et la tête de réseau avait valablement refusé l'entrée à un pure player qui ne disposait pas d'une boutique physique. Donc ça, c'était tout à fait possible et ça le reste sous certaines conditions puisque ça va quand même empêcher, interdire la vente et la distribution sur Internet. Alors, il faut à ce titre citer l'autorité de la concurrence qui, en 2012, donc, a assoupli cette condition de l'exigence d'une boutique physique et qui n'en fait plus un critère absolu. C'est-à-dire que c'est une condition qu'il est possible de maintenir, mais le cas échéant, l'autorité de la concurrence va examiner si cette exigence est justifiée et le cas échéant, si elle ne porte pas atteinte de manière excessive à la concurrence. Donc ce n'est plus une condition qui est absolue dans le sens où on ne pourra pas, la tête de réseau ne pourra pas arguer de l'absence de boutique physique pour s'opposer en tant que telle à l'entrée dans son réseau. De l'autre côté, donc, on a les commerçants classiques, en tout cas ceux qui disposent d'une boutique physique et qui veulent par ailleurs vendre sur Internet. Donc on a une qualification assez barbare pour les désigner. On parle de click and mortars, donc boutique à la fois physique et en ligne. Donc ici, est-ce que ces distributeurs ont la liberté finalement de recourir à l'Internet pour vendre les produits du fabricant ? Eh bien, la question a été beaucoup plus délicate ici. Et c'est justement l'affaire Pierre Fabre. Est-ce qu'on peut interdire cette
possibilité de vente en ligne, notamment dans les contrats de distribution eux-mêmes. Alors c'était le cas pour les distributeurs de Pierre Fabre, puisque dans les contrats qui étaient litigieux, on avait effectivement une condition qui, de manière indirecte, aboutissait à l'interdiction de vente en ligne, puisqu'on imposait la vente des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, s'il n'était pas réalisé dans un espace physique en présence d'un pharmacien diplômé. Donc là, forcément, c'est un petit peu compliqué pour vendre en ligne. Donc, l'autorité ici, enfin la Cour de justice, a considéré qu'il y avait une interdiction pure et simple qui était faite de se servir d'Internet pour distribuer les produits. Donc, dans cet arrêt, elle va qualifier cette pratique en considérant qu'il y a ce qu'on appelle une restriction de la concurrence par l'objet et que c'est une restriction qui peut-être être objectivement justifiée. Mais dans cette affaire, et c'est là une partie des incertitudes, de savoir qu'est-ce qui pourra à l'avenir justifier objectivement une telle pratique, dans cette affaire, elle n'a pas considéré qu'il y avait de justification objective. On a des produits qui ne sont pas des médicaments, nous dit-on, donc pourquoi avoir besoin d'un pharmacien diplômé dans un espace physique pour vendre de tels produits ? L'objectif de préservation de l'image de marque de l'entreprise Pierre Fabre n'a pas non plus été reconnu comme un motif justifiant objectivement la restriction. Donc, Pierre Fabre a été sommé de revoir ses contrats pour savoir si oui ou non il pouvait les mettre en conformité avec cette nouvelle solution. Alors il y aurait un échappatoire qui là pour la peine est vraiment spécifique au droit de la concurrence, qui serait la possibilité de bénéficier d'une exemption. Exemption par catégorie, c'est-à-dire que cette pratique, on reconnaît qu'elle est restrictive de concurrence, mais qu'elle a un effet positif sur le marché, donc on va être amené à la rendre licite. Or, ici, c'est une possibilité qui est écartée, puisque, nous dit-on, on a affaire à une interdiction, à un accord vertical entre le fabricant et les distributeurs, donc une entente concrètement, qui a pour but d'interdire les ventes passives sur Internet. Donc ce type d'accord n'est pas visé par l'exemption par catégorie. Donc pas de solution à ce niveau-là pour Pierre Fabre. Et donc on était en droit interne en attente de cette décision, puisque la décision de Pierre Fabre elle a été rendue sur question préjudicielle de la Cour d'appel de Paris dans cette affaire, qui donc a repris la main à la suite de l'arrêt de 2011 pour nous transposer fidèlement et de manière tout à fait minutieuse la décision telle qu'elle a été rendue par la CJUE. Donc on arrive à l'interdiction d'interdire pour les distributeurs et à une libéralisation que j'ai pu qualifier de liberté peut-être irréversible. Là, on était donc dans l'affaire Pierre Fabre. Il faut savoir que c'est une solution qui a été reprise dans un secteur tout à fait différent, qui est celui des produits IFI, dans une affaire Bang & Olufsen, donc des produits IFI où on avait dans ce secteur plusieurs entreprises qui interdisaient tout simplement à leurs distributeurs la vente sur Internet. Alors, plusieurs entreprises ont pris des engagements pour modifier les contrats dans le sens d'une libéralisation de la vente sur Internet, mais il y en a eu, donc Bang & Olufsen, qui a fait de la résistance. Donc on a eu un parcours assez long pour arriver finalement à ce que l'instruction soit suspendue pendant 2 ans. 2 ans, l'autorité de la concurrence a jugé qu'il fallait attendre la réponse de la CJUE dans l'affaire Pierre Fabre pour pouvoir trancher ce litige dans le secteur des produits IFI. Donc ça a été un petit peu long, mais en 2012, donc, l'autorité de la concurrence a rendu une décision qui est complètement conforme à la décision de Pierre Fabre, en nous disant qu'il y a restriction de la concurrence par l'objet, qu'il y a un effet ici par rapport aux ventes passives, donc il n'y a pas d'exemption possible. Et ce qui était intéressant dans cette affaire, c'est qu'elle écarte la possibilité d'une justification objective. Et en particulier, pour des produits IFI de haute technicité, on pouvait penser que le conseil personnalisé en boutique physique
pouvait peut-être être mis en avant pour justifier l'interdiction de vendre sur Internet. Absolument pas, nous dit l'autorité de la concurrence, et elle saisit cette question-là pour rappeler qu'il y a d'autres arguments qui ne constituent pas, à ses yeux, des justifications objectives d'interdiction. Donc là, on revient à des choses que l'on connaît, donc les conseils personnalisés aux clients pour vendre des médicaments non soumis à prescription médicale ou l'affaire sur les lentilles de contact. Là encore, il n'y a pas de justification objective à une restriction de concurrence. L'image de prestige, décision Pierre Fabre, déjà, on sait qu'en soi, ça ne permettra pas de justifier l'interdiction de vendre sur Internet. Alors ici, dans cette affaire, il y avait une sanction très lourde. Pas de justification. En plus, il faut préciser que la tête de réseau vendait elle-même en ligne ses propres produits. Donc comment démontrer ensuite à l'autorité qu'il y avait besoin d'un conseil personnalisé en boutique quand la tête elle-même vend en ligne, hein. Donc c'était un petit peu délicat. Vous voyez la condamnation assez lourde de l'autorité de la concurrence à 900 000 €, mais il y a eu un appel et l'entreprise a eu raison, puisque vous voyez que la Cour d'appel de Paris a considérablement diminué la sanction. On passe de 900 000 € à 10 000 €, j'ai vérifié les chiffres, il n'y a pas d'erreur. Alors pourquoi une réduction aussi importante ? Eh bien parce que, nous dit la Cour d'appel de Paris, il y a eu une insécurité juridique sur cette question-là, et tant qu'on n'a pas eu la décision Pierre Fabre réglée par la CJUE en 2011, il y avait effectivement matière à tergiverser. Et donc on ne peut pas sanctionner aussi lourdement en raison du contexte à l'époque qui n'était pas certain. Donc on va avoir cette réduction considérable ici de la sanction. Donc elle ne revient pas sur la sanction de l'interdiction, elle est caractérisée, la restriction interdite. En revanche, vous voyez que pour l'étendue de la sanction, elle réduit considérablement ici la sanction. Donc, pour conclure sur cette liberté reconnue ici du côté des réseaux de distribution sélective, je considère qu'on arrive à une sacralisation de ce libre recours de distribution à Internet et que les éventuelles réserves que l'on pourrait émettre concernent donc la marge de manœuvre dont disposent encore les têtes de réseau par rapport aux restrictions que ces têtes de réseau pourraient encore imposer. Il y a aussi des secteurs qui sont réglementés par la loi, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs pour lesquels on considère un intérêt supérieur à protéger, au-delà de la libre distribution sur Internet, et qui me permettent donc de faire la transition vers un second point qui est cette libéralisation en devenir. Alors en devenir, pourquoi ? Parce que d'une part, eh bien, l'affaire Pierre Fabre n'a pas complètement fermé la porte à d'éventuelles limites qui seraient apportées à cette libre distribution sur Internet. Mais aussi parce que le législateur lui-même réglemente des secteurs, parce qu'il y a des intérêts supérieurs à protéger, et donc on a une distribution, là encore, qui est réduite, parfois de manière assez importante. Alors, premier point, mais sous forme interrogative, puisqu'ici, donc, les sanctions, enfin, les futures décisions, nous diront ce qu'il en est, c'est finalement la marge de manœuvre dont disposerait encore la tête de réseau, donc le responsable de réseau. Est-ce qu'il a encore un résidu de liberté pour imposer un certain nombre de contraintes ? Oui, semble-t-il, puisque l'intégration dans un réseau n'est pas de droit, il a la possibilité de fixer un certain nombre de contraintes pour mettre en œuvre sa politique commerciale, et donc il a forcément envie d'encadrer, bien évidemment, cette vente sur Internet. L'autorité de la concurrence, en 2012, nous a quand même indiqué qu'il y avait un certain nombre d'éléments sur lesquels les responsables de réseau pouvaient encore influer. Alors sur quoi ? Vous voyez qu'on peut être sceptique. Elle met en avant l'exigence d'un point de vente physique. Oui, d'accord. La possibilité de critères de qualité, voire l'interdiction de revente des biens sur une place de marché, type eBay. Donc ici, on a affaire à des éléments qui, peut-être, vont pouvoir être justifiés de manière objective, c'est-à-dire
que moi, tête de réseau, j'interdis à mes distributeurs la revente des biens sur eBay parce que je considère que ça participe de ma politique de prévention de la contrefaçon. Peut-être, dans cette hypothèse-là, on aura une licéité de ces conditions posées à la distribution en ligne. Donc, des normes de qualité qui pourront être imposées aux distributeurs, mais le tout dans la mesure du droit de la concurrence. C'est-à-dire qu'ici, le responsable prendra un risque en édictant des conditions et il devra bien mesurer si la pratique est bien conforme au droit de la concurrence, c'est-à-dire des restrictions qui n'excèdent pas ce qu'il va exiger pour des boutiques physiques, et le cas échéant, donc, des restrictions qui pourraient être justifiées selon la spécificité de son activité, de son réseau, de ses produits, voire de son image de marque. Alors là, on peut être un peu sceptique sur la porte ouverte, sur cette liberté résiduelle du responsable, puisque jusqu'à présent, les autorités de la concurrence ne sont pas du tout favorables à ce type de restrictions. Mais il faudra voir les décisions à venir. Alors, j'ai eu envie de vous montrer un secteur réglementé. Alors, j'aurais pu prendre d'autres exemples. J'aurais pu prendre l'exemple du secteur du livre, où les libraires physiques traditionnels sont confrontés à des modèles économiques nouveaux tels que ceux d'Amazon, et où le législateur est intervenu pour essayer de les soutenir. Ça a donné le fiasco de la loi qu'on appelait la loi anti-Amazon, en juillet dernier, qui interdit le cumul de la remise des 5% sur le livre avec les frais de transport. Donc on a cherché à contrer Amazon, et Amazon a dit d'accord, le principe de la gratuité des ports c'est terminé, je vais facturer les ports à 0,1 centime d'euro. Donc voilà l'effet de la loi anti-Amazon. Mais j'ai choisi donc de vous parler du médicament, puisque là aussi il y a une actualité assez fournie. Et donc on a affaire à un secteur d'activité ici où on a la volonté de sauvegarder des intérêts publics qui sont supérieurs à la liberté de la concurrence et en particulier donc à la libre distribution sur Internet. Ici, si on admettait la liberté de distribution des médicaments sur Internet, bien évidemment, ça mettrait en péril la réglementation, ça mettrait en péril les intérêts du patient. Donc, on a trouvé pour l'instant un équilibre, mais qui va évoluer, cet équilibre. Jusqu'à présent, on préservait l'intérêt du patient et peut-être celui des pharmaciens par rapport au droit de la concurrence et par rapport à l'ouverture finalement du marché. Donc ça, c'est un curseur qui est en train d'être malmené actuellement, puisqu'on est en pleine réorganisation de ce secteur de la distribution pharmaceutique, et vous le savez, il est possible désormais de vendre des médicaments en ligne. Alors pas tous les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription, mais la France a dû ouvrir cette distribution-là. Pourquoi ? Parce qu'une directive, forcément, à transposer. Donc c'est une directive de 2011 que le législateur français, au sens large, a intégrée dans notre dispositif normatif. Donc vous voyez qu'il y a une ordonnance, un décret et un arrêté. Et ce système qui est désormais en place donne la possibilité aux officines de pharmacie déjà existantes de procéder à la distribution en ligne de certains médicaments. Donc, des officines déjà installées, puisque certains ont voulu essayer de contourner la loi, et notamment donc, chez un jugement du TGI de Paris qui a sanctionné ici un site internet qui faisait ce qu'on peut appeler du commerce électronique de médicaments, ce que le TGI appelle de cette manière. Donc, de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait d'un site qui vendait des produits de parapharmacie et qui a doublé son activité par la livraison de médicaments à domicile. Donc, il y avait un coursier qui venait chercher l'ordonnance, qui repartait vers une pharmacie, qui s'approvisionnait et qui livrait ensuite les médicaments à domicile. Donc forcément, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a pas été très satisfait de cette activité et l'a déclaré contraire, l'a considéré contraire aux règles du Code de la santé publique. D'où l'action devant le TGI qui aboutit donc à la cessation de ce commerce électronique.
Alors il faut savoir que ici le défendeur argumentait en disant que lui ne faisait pas de la vente. En fait, il y a un contrat de mandat entre le patient et l'entreprise. Donc pour lui, il ne s'agissait pas d'une activité commerciale. Donc le TGI de Paris l'a sanctionné. Il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème de la vente qui doit être soumise à autorisation préalable. Il y a aussi le site internet qui va héberger des données personnelles et qui doit être hébergé chez un prestataire d'hébergement agréé là aussi par l'autorité publique. Donc je referme ma parenthèse. Vous voyez que ici le monopole vacille, mais pour l'instant il tient bon. Mais la France a fait le choix d'une ouverture très encadrée de cette distribution des médicaments. Donc des officines déjà installées, un pharmacien qui va être responsable du site, qui va être responsable de l'envoi des médicaments, qui ne peuvent être que préparés en officine. L'envoi se fait depuis l'officine, donc il n'y a pas de possibilité, par exemple, de déléguer toutes ces tâches. Donc c'est effectivement très lourd pour un certain nombre de pharmacies préexistantes. Donc ici, il faut indiquer que cette lourdeur, vous en avez peut-être entendu parler, puisque la transposition de la directive aussi s'est faite contre le bon sens. On avait essayé de déclarer les médicaments qui ne sont pas vendus en libre service hors distribution d'Internet. Donc là, le Conseil d'État, je crois vous avoir indiqué, voilà, la décision du 17 juillet 2013 a sanctionné et a ordonné donc la suppression de cette catégorie supplémentaire, en rappelant que la distinction c'est entre médicaments soumis à prescription et ceux qui ne le sont pas, donc une vieille décision déjà de Doug Morris de la CJCE à l'époque en 2003. Donc tout ce qui peut se vendre sur Internet, ce sont les médicaments non soumis à prescription. Il n'y a pas de distinction supplémentaire à effectuer. Alors l'arrêté de 2013 qui est invoqué ici est un arrêté qui ajoute une lourdeur considérable à cette distribution des médicaments. Je peux vous citer parmi les exigences l'identification claire du site, un lien hypertexte vers le ministère de la Santé, puisqu'il y a la liste des pharmacies autorisées à vendre en ligne. Il faut que le client crée de manière obligatoire un compte. Les médicaments concernés donc, sont seuls sans prescription. Le prix, douloureuse question du prix. Normalement, les pharmaciens sont libres de fixer les prix pour ce type de médicaments. Dans l'arrêté, donc, on avait... dans le signe d'un prolongement virtuel de la pharmacie physique, l'idée que le prix serait exporté par le logiciel de l'officine vers le site internet. Donc là, une fixation déguisée du prix qui oblige l'officine à faire le même prix dans sa pharmacie physique et sur son site internet. Sauf que le même prix, déjà le pharmacien a la liberté de le fixer et qu'il va devoir en outre intégrer des frais de transport. Donc à l'arrivée, si on a un alignement des prix du médicament auquel on doit rajouter des frais de transport sur le site internet, ça fait un prix qui est plus élevé. Donc là, on a pu parler de contraintes déguisées, d'alignement du prix. Il faut pouvoir dialoguer avec le pharmacien, il faut remplir un questionnaire de santé, il faut s'assurer que le patient, le cyberpatient, a au moins 16 ans. Donc là, déclaration sur l'honneur ou envoi d'un scan de carte d'identité. Protection des données personnelles de manière spécifique, il faut que l'hébergement se fasse auprès d'un hébergeur agréé, etc., etc. Donc une lourdeur qui aujourd'hui est critiquée. L'autorité de la concurrence est très favorable à une nouvelle réforme et le gouvernement aussi va dans ce sens, puisque comme cela n'a pas dû vous échapper, le gouvernement français envisage de permettre la distribution des médicaments en grande surface. Donc forcément, les pharmaciens sont vent debout et on a une réforme qui serait envisagée donc, dans le cadre de la réforme des professions réglementées, puisque pharmacie. Donc le balancier, le curseur, tel que je vous l'indiquais, on est parti quand même d'une protection absolue du patient et même du cyberpatient. On voit qu'aujourd'hui, le droit de la concurrence fait son chemin et que l'idée d'une ouverture, aujourd'hui, semble tout à fait probable dans un futur à moyen terme, puisque M. Macron, le ministre de l'économie, semble beaucoup tenir à cette réforme.
Donc en tout cas, ça irait dans le sens d'une meilleure conformité de notre droit interne au droit européen. Et je pense qu'il y a des chances quand même pour que la réforme s'accélère. Donc si on ouvre la possibilité aux grandes surfaces de vendre des médicaments, pourquoi leur refuser la possibilité de vendre en ligne ces mêmes médicaments? On ne voit pas ce qui pourra être l'obstacle dans l'étape prochaine. Alors pour conclure, donc, je vous dirais que les autorités européennes et l'autorité de la concurrence en France veulent à tout prix développer le commerce électronique, qu'elles ont un instrument pour cela qui s'appelle le droit de la concurrence et qui va leur permettre donc de favoriser le recours à la distribution sur l'Internet. J'ai parlé de dogme, je crois qu'effectivement ce mouvement de libéralisation est irréversible et que les acteurs économiques devront de toute façon s'en accommoder. Je vous remercie.